Maxime avait tout, l'argent, le pouvoir, et surtout, toutes les femmes qu'il désirait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un seul regard allait le détruire. Un regard qui portait une malédiction vieille de 3 siècles. Cette nuit-là, quand elle a tourné ses yeux vers lui, quelque chose s'est brisé dans son âme. Et depuis, chaque femme qu'il touche disparaît. Si tu penses que c'est juste une histoire d'amour qui finit mal, tu vas être surpris. Reste jusqu'au bout, car ce qui attend Maxime va te glacer le sang. Paris, 2023. Les lumières du 16e arrondissement scintillent derrière les baies vitrées de l'appartement de Maxime. À 35 ans, cet homme possède tout ce dont rêvent les autres, une fortune héritée de son grand-père industriel, un charme naturel qui fait fondre les cœurs, et un carnet d'adresses rempli des plus belles femmes de la capitale. Mais Maxime ne se contente pas d'avoir, il collectionne. Chaque conquête est un trophée, chaque cœur brisé une victoire personnelle. Ce soir-là, comme tous les vendredis, il organise une de ses soirées privées dont Paris raffole. L'élite se presse dans son salon, champagne à la main, rire cristallin résonnant contre les murs ornés d'œuvres d'art contemporaines. Maxime navigue entre ses invités avec l'aisance d'un prédateur en territoire conquis. Son regard s'attarde sur chaque silhouette féminine, calculant déjà ses prochains mouvements. Les femmes, c'est comme les parfums, a-t-il l'habitude de dire à ses amis. Il faut savoir les collectionner sans jamais s'attacher. Clarisse, sa dernière conquête en date, l'observe depuis le canapé de cuir blanc. Cette top modèle de 28 ans pensait avoir conquis le cœur de Maxime, mais elle commence à comprendre qu'elle n'est qu'une parmi tant d'autres. Ses yeux bleus, habituellement si confiants devant les objectifs, trahissent maintenant une vulnérabilité qu'elle déteste. Elle sirote son champagne en silence, regardant Maxime papillonner d'une femme à l'autre, avec cette désinvolture qui l'avait séduite au début. Maxime maîtrise parfaitement l'art de la séduction moderne. Il sait exactement quoi dire, quand le dire, et comment faire sentir chaque femme unique et désirée. Ses techniques sont rodées, l'écoute attentive qui fait croire à un intérêt sincère, les compliments calculés qui touchent juste, les silences mystérieux qui attisent à la curiosité. Il connaît par cœur la psychologie féminine, non par empathie, mais par froide stratégie. Pour lui, l'amour n'est qu'un jeu dont il maîtrise toutes les règles. Dans son bureau privé, à l'abri des regards, Maxime conserve un carnet de cuir rouge. Sur chaque page, le nom d'une conquête, accompagné de notes détaillées, ses faiblesses, ses désirs secrets, les mots qui la font craquer. Amélie, insécurité sur son physique, réagit aux compliments sur son intelligence. Sophie, relation compliquée avec son père, cherche la validation masculine. Ce carnet est son arme secrète, le guide qui lui permet de toucher au cœur de chaque nouvelle proie. Mais ce que Maxime ignore, c'est que chaque nom inscrit dans ce carnet porte en lui une part de souffrance. Chaque femme qu'il a manipulée, utilisée puis abandonnée a versé des larmes sincères. Et quelque part, dans l'univers invisible des émotions humaines, cette douleur accumulée commence à former quelque chose de dangereux, une dette qu'il faudra un jour payer. Les journées de Maxime suivent un rituel bien établi. Le matin, salle de sport privée dans son appartement, il faut entretenir cette silhouette qui fait tourner les têtes. L'après-midi, réunion d'affaires où il gère sa fortune familiale avec la même froideur calculatrice qu'il applique à ses relations amoureuses. Le soir, restaurants étoilés, vernissages, soirées mondaines où il peut chasser de nouvelles proies. Il a développé un système rotatif. Jamais plus de 3 femmes à la fois pour éviter les complications. Jamais moins de 2 pour maintenir la compétition. Chacune croit être la seule. Chacune espère être celle qui le fera changer. Maxime cultive ses espoirs avec un plaisir pervers, distribuant juste assez d'attention pour maintenir l'illusion, sans jamais s'engager véritablement. Si tu penses que Maxime mérite ce qui va lui arriver, tu n'imagines pas encore à quel point tu as raison. Pourtant, dans les moments de solitude absolue, quand Paris s'endort et que son appartement sombre se remplit d'ombre, Maxime ressent parfois un vide étrange, une sensation fugace qu'il chasse aussitôt en planifiant sa prochaine conquête. Il ne se l'avoue jamais, mais au fond de lui sommeille une peur primitive, celle de n'être aimé que pour ce qu'il possède, et non pour ce qu'il est vraiment. Cette peur, il la combat en accumulant les preuves de sa désirabilité. Plus il séduit, plus il se sent exister, plus il brise de cœur, plus il se sent puissant. C'est un cercle vicieux
qui l'emprisonne autant qu'il l'enivre. Maxime est devenu l'esclave de sa propre image, le prisonnier de sa réputation de séducteur implacable. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que certaines blessures ne guérissent jamais, et que la douleur accumulée de toutes ces femmes qu'il a détruites va bientôt prendre une forme qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Une forme qui porte un nom, Morgane. Ce matin de novembre, dans la pile de courriers déposés par sa gouvernante, une enveloppe attire l'attention de Maxime. Papier vélin crème, sans expéditeur, son nom calligraphié à l'encre noire dans une écriture féminine élégante. À l'intérieur, une invitation pour un vernissage privé dans une galerie du Marais. Exposition, les regards qui tuent, art et malédiction à travers les siècles. La signature, d'une écriture différente, plus moderne, Morgane Delacroix, commissaire d'exposition. L'invitation l'intrigue. Il ne connaît pas cette Morgane, ce qui est rare dans son milieu. Une rapide recherche sur Internet ne révèle rien. Pas de profil social, pas d'article de presse, comme si cette femme n'existait que dans l'ombre. Cette discrétion l'attire plus que n'importe quel décolleté plongeant. Maxime aime les défis, et cette mystérieuse commissaire représente un territoire inexploré. Il décide d'accepter l'invitation, curieux de découvrir cette femme qui ose l'inviter sans même le connaître. Dans son esprit de prédateur, il imagine déjà la stratégie. Elle doit connaître sa réputation. Elle a probablement entendu parler de lui dans les cercles artistiques parisiens. Une admiratrice secrète, sans doute. Le jeu commence avant même qu'ils se soient rencontrés. Le soir du vernissage, la galerie du Marais baigne dans une lumière tamisée inquiétante. Les œuvres exposées ont toutes un point commun troublant. Elles représentent des regards, des portraits où les yeux semblent suivre le spectateur, des sculptures aux orbites creuses mais étrangement expressives, des installations vidéo où des iris de toutes les couleurs clignotent dans l'obscurité. L'atmosphère est à la fois fascinante et dérangeante. Maxime arrive avec l'assurance habituelle, mais quelque chose dans cette ambiance le met mal à l'aise. Les autres invités parlent à voix basse, comme dans une église ou un cimetière. Chaque œuvre est accompagnée d'un cartel explicatif racontant une histoire de malédiction liée au regard, la méduse antique, les mauvais œils des sorcières médiévales, les photographies de victimes de meurtriers qui auraient vu leur mort dans les yeux de leurs bourreaux. Ils cherchent la mystérieuse Morgane du regard, mais ne la trouvent nulle part. Les serveurs qui circulent avec des coupes de champagne prétendent ne pas la connaître. Un malaise sourd commence à envahir Maxime. Pour la première fois depuis des années, il se sent observé plutôt qu'observateur. Comme si tous ces regards peints et sculptés étaient là braqués sur lui spécifiquement. Alors qu'il s'attarde devant un tableau particulièrement troublant, un portrait de femme aux yeux verts dont les larmes semblent briller dans la pénombre, une voix douce résonne derrière lui. « Il vous plaît ?» Maxime se retourne, et son souffle se coupe. La femme qui se tient devant lui est d'une beauté saisissante, mais pas de celle qu'il a l'habitude de collectionner. Ses cheveux noirs corbeaux encadrent un visage pâle aux traits parfaits, mais ce sont ses yeux qui le captivent immédiatement. D'un vert profond, presque noir, il semble me contenir des secrets millénaires. Elle porte une robe noire simple qui met en valeur sa silhouette élancée et un étrange pendentif en forme d'œil pendu à son cou. « Morgane Delacroix », dit-elle en tendant une main fine aux ongles vernis de noir. « Je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation. Si tu crois que cette rencontre est un hasard, détrompe-toi. » Morgane attendait Maxime depuis bien plus longtemps qu'il ne peut l'imaginer. Maxime serre la main de Morgane et ressent immédiatement quelque chose d'inhabituel. Sa peau est glacée, mais surtout, un frisson électrique lui parcourt l'échine. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il se sent désarçonné face à une femme. Ses techniques habituelles de séduction lui paraissent soudain dérisoires, ridicules même. Morgane le regarde avec une intensité qui le met nu, comme si elle pouvait lire directement dans son âme. Cette exposition, elle parle de malédiction, dit-il, tentant de reprendre contenance. Vous y croyez vraiment ? Morgane sourit, mais ce sourire n'atteint pas ses yeux. Les malédictions, monsieur Maxime, ne sont que la conséquence de nos actes. Chaque douleur que nous infligeons revient nous hanter un jour ou l'autre. C'est la loi de l'équilibre universel. Sa voix est mélodieuse, mais ses mots portent une gravité qui glace le sang. Elle le guide à travers l'exposition, commentant chaque œuvre avec une érudition troublante.
Elle connaît l'histoire de chaque malédiction, de chaque regard qui a apporté la mort ou la folie. Mais plus troublant encore, elle semble connaître des détails que ne mentionnent pas les cartels, des informations qu'elle ne devrait pas posséder. Cette femme, dit-elle devant un daguerréotype du XIXe siècle, s'appelait Célestine. Elle est morte de chagrin après avoir été abandonnée par son amant. Son dernier regard était chargé de tant de haine qu'il a poursuivi cet homme jusqu'à sa propre mort. À la fin du vernissage, alors que les derniers invités quittent la galerie, Morgane s'approche de Maxime. « J'aimerais vous montrer quelque chose que les autres n'ont pas vu, » murmure-t-elle. Une œuvre trop dangereuse pour être exposée publiquement. Ses yeux verts brillent dans la pénombre, et Maxime sent son pouls s'accélérer. Pas de désir, enfin, pas seulement, mais d'une anticipation mêlée d'appréhension qu'il n'a jamais ressentie auparavant. Elle le conduit vers une porte dérobée au fond de la galerie, puis dans un escalier en colimaçon qui descend vers les caves. L'air devient plus frais, presque glacial. Les murs de pierre suintent l'humidité et l'histoire. Cette galerie existe depuis le XVIIe siècle, explique Morgane tandis qu'ils descendent. Elle a vu passer bien des secrets, bien des tragédies. Certains lieux conservent la mémoire de ce qui s'y est passé. En bas, une seule œuvre trône dans une alcôve éclairée par des bougies, un miroir ovale dans un cadre de bronze noirci par le temps. Sa surface semble onduler comme de l'eau noire, reflétant non pas leur image, mais quelque chose d'autre, d'indéfinissable. Le miroir des âmes perdues, chuchote Morgane. Il est dit qu'il révèle la véritable nature de ceux qui osent s'y regarder. Mais attention, certaines vérités peuvent tuer. Malgré lui, Maxime s'approche du miroir. Son reflet apparaît d'abord normalement. Mais peu à peu, quelque chose change. Son visage se déforme, révélant une laideur intérieure qu'il a toujours refusé de voir. Mais plus terrifiant encore, d'autres visages commencent à apparaître derrière le sien, ceux de toutes les femmes qu'il a brisées. Leurs yeux pleurent des larmes de sang, leurs bouches s'ouvrent dans des cris muets de douleur. Clarisse est là, le regard vide de celle qui a perdu foi en l'amour. Amélie aussi, dont les mains tremblent encore de tous les messages sans réponse qu'elle lui a envoyés. Sophie, Camille, Nathalie, toutes ces femmes qu'il a manipulées, utilisées, puis jetées comme des objets usagés. Dans le miroir, elles forment une foule accusatrice qui grandit à chaque seconde. Maxime veut reculer, mais ses jambes ne lui obéissent plus. « Tu les vois maintenant » murmure Morgane derrière lui. « Toutes celles dont tu as volé les sourires, brisé les espoirs, sali les rêves. Elles n'ont jamais cessé de te regarder, Maxime. Leurs yeux t'ont suivi dans chaque nouvelle conquête, dans chaque nouveau mensonge. Et aujourd'hui, elles réclament justice. Abonne-toi maintenant, car ce qui suit va bouleverser ta conception de la justice. » Maxime parvient enfin à détourner les yeux du miroir et fait volte-face vers Morgane. Mais la femme qui se tient devant lui a changé. Son visage porte maintenant les traits de toutes celles qu'il a fait souffrir, se transformant constamment. Tantôt Clarisse, tantôt Amélie, tantôt une inconnue aux yeux gonflés de larmes. « Qui êtes-vous » balbutie-t-il, la voix brisée par la terreur. « Je suis leur voix » répond-elle de sa voix qui n'est plus la sienne mais un chœur de murmures féminins. Je suis leur douleur incarnée, leur vengeance faite femme. Chaque larme qu'elles ont versée à cause de toi m'a donné forme. Chaque nuit où elles ont pleuré m'a donné force. Je suis né de tes crimes, Maxime. Et je suis là pour équilibrer la balance. Ses yeux verts se mettent à luire d'une lumière surnaturelle, et Maxime comprend enfin, ce n'est pas une femme ordinaire qu'il a devant lui, mais quelque chose de plus ancien, de plus terrible. Une entité née de la souffrance collective de toutes ses victimes, la malédiction du regard, chuchote-t-elle. Chaque fois que tu poseras les yeux sur une femme, tu verras leur douleur. Chaque fois que tu tenteras de séduire, tu entendras leurs pleurs. Et petit à petit, cette douleur te dévorera de l'intérieur. Il y a un moyen d'éviter cette malédiction, continue Morgane, redevenant temporairement elle-même. Mais il exige un sacrifice que tu n'es peut-être pas prêt à faire. Elle sort de sa poche un vieux grimoire aux pages jaunies, ouvert à une page couverte de symboles étranges. Tu dois renoncer volontairement à ton pouvoir de séduction, accepter de ne plus jamais toucher une femme, de ne plus jamais jouer avec leurs sentiments. En échange, elles te laisseront en paix. Maxime secoue la tête violemment. Renoncer aux femmes ?
C'est comme lui demander d'arrêter de respirer. « Jamais !» s'écrie-t-il. « Je préfère encore affronter votre malédiction. » Morgane sourit tristement. « Je m'y attendais. Ton orgueil est plus fort que ta peur. »« Soit. Mais souviens-toi de cette conversation, quand la folie commencera à ronger ton esprit. » Elle tend la main vers lui, et quand ses doigts effleurent son front, Maxime sent une brûlure glacée se propager dans tout son corps. « La malédiction est lancée, » murmure-t-elle. « À partir de maintenant, chaque regard que tu poseras sur une femme te renverra leur souffrance. Et quand cette souffrance deviendra insupportable, tu reviendras me supplier d'accepter le pacte. » Maxime se réveille le lendemain dans son appartement, sans aucun souvenir de la façon dont il y est arrivé. Sa tête lui fait atrocement mal, et ses vêtements portent encore l'odeur d'humidité des caves de la galerie. Pendant un moment, il espère que tout cela n'était qu'un cauchemar particulièrement vivide. Mais quand il se regarde dans le miroir de sa salle de bain, il sait que c'était réel. Ses yeux ont changé. Il porte maintenant une lueur étrange, une profondeur inquiétante qui n'existait pas avant. Et quand il tente de se remémorer la soirée, des fragments d'images lui reviennent. Le miroir, les visages de ses victimes, le sourire terrible de Morgane. Un frisson lui parcourt l'échine, mais il refuse encore d'y croire vraiment. Des hallucinations, se répète-t-il en prenant une douche brûlante. Trop de stress, trop de champagne, ça arrive. Mais au fond de lui, une petite voix lui dit que sa vie vient de basculer dans quelque chose d'irréversible, et que la vraie partie de sa punition ne fait que commencer. Le jour même, Maxime a rendez-vous avec Clarisse dans leur restaurant habituel. Il compte bien lui prouver, et se prouver à lui-même, que rien n'a changé, qu'il est toujours le même séducteur irrésistible, maître de son destin et des cœurs féminins. Clarisse l'attend déjà, magnifique dans sa robe rouge, ses longs cheveux blonds cascadant sur ses épaules nues. Mais quand Maxime pose les yeux sur elle, l'horreur commence. Au lieu du visage rayonnant de la top modèle, il voit un masque de douleur et de désespoir. Ses yeux, habituellement si lumineux, pleurent des larmes invisibles. Sa bouche, qui lui souriait tendrement, s'ouvre dans un cri silencieux de souffrance. Et sa voix, quand elle lui parle, résonne comme un écho lointain de détresse. « Maxime, ça va ? Tu es tout pâle. » La vraie Clarisse le regarde avec inquiétude, mais tout ce qu'il peut voir, c'est la version brisée de cette femme qu'il a manipulée pendant des mois. La malédiction fonctionne exactement comme Morgane l'avait annoncé. Chaque regard posé sur une femme lui renvoie la souffrance qu'il lui a infligée, directement ou indirectement. Si tu as le courage de connaître la suite de cette chute aux enfers, reste jusqu'au bout. Ce qui attend Maxime dépasse tout ce que tu peux imaginer. Dans les jours qui suivent, Maxime découvre l'ampleur de sa malédiction. Ce ne sont pas seulement ses anciennes conquêtes qu'il ne peut plus regarder normalement. Toutes les femmes qu'il croise dans la rue, dans les magasins, dans les restaurants, lui apparaissent maintenant sous leur jour le plus tragique. Il voit la serveuse de café comme une femme battue par son mari, la vendeuse de parfums comme une mère qui a perdu son enfant, la passante anonyme comme une âme en peine cherchant l'amour véritable. Son don de séduction, cette arme qu'il maniait avec tant d'habileté, se retourne contre lui. Chaque tentative d'approche se solde par un échec cuisant. Les femmes fuient son regard, comme si elles pouvaient percevoir la malédiction qui l'habite. Celles qui ne fuient pas immédiatement le repoussent après quelques minutes de conversation, troublées par quelque chose qu'elles ne savent pas nommer, mais qui les met profondément mal à l'aise. Maxime commence à éviter les lieux publics, les soirées, tous ces endroits où il régnait autrefois en maître. Son appartement devient sa prison dorée. Mais même là, il n'échappe pas totalement à sa malédiction. Les visages de femmes dans les publicités à la télévision, sur les magazines, dans les œuvres d'art qui ornent ses murs, tout lui renvoie cette même image de souffrance et de désespoir. Les semaines passent, et l'état de Maxime se dégrade rapidement. Il a perdu l'appétit, le sommeil, et surtout cette assurance qui faisait de lui l'homme le plus séduisant de Paris. Ses amis s'inquiètent de sa transformation, mais comment leur expliquer qu'il est victime d'une malédiction ? Ils le croiraient fou, et peut-être ont-ils raison. Peut-être est-ce exactement ce qui est en train de lui arriver. Une descente progressive vers la folie. Il tente de reprendre contact avec certaines de ses anciennes conquêtes, non plus pour les séduire, mais pour leur demander pardon,
Mais ces appels restent sans réponse. Ces messages ne reçoivent jamais de réponse. Comme si ces femmes avaient instinctivement compris qu'ils représentaient un danger, même repentant. Ou peut-être sont-elles simplement passées à autre chose, ayant fini par guérir de ses blessures. Clarisse est la seule à lui donner une chance. Elle accepte de le revoir, inquiète de son état. Mais quand il tente de lui expliquer ce qui lui arrive, de lui demander pardon pour tout le mal qu'il lui a fait, elle le regarde avec une pitié qui lui fait plus mal que n'importe quelle colère. « Maxime, dit-elle doucement, je pense que tu as besoin d'aide, d'une aide professionnelle. » Et elle part, le laissant seul avec sa malédiction. 3 mois ont passé depuis la nuit du vernissage et l'état de Maxime empire de jour en jour. La malédiction évolue, devient plus sophistiquée, plus cruelle. Maintenant, il n'a plus besoin de regarder directement les femmes pour être affecté. Leur simple présence dans son champ de vision déclenche des visions d'une violence psychologique inouïe. Il voit leur passé douloureux, leurs traumatismes, leurs peurs les plus profondes, comme si la malédiction lui donnait accès aux recoins les plus sombres de l'âme féminine. Pire encore, ces visions s'accompagnent maintenant de sensations physiques. Quand il voit une femme pleurer dans sa vision, il sent des larmes brûlantes couler sur ses propres joues. Quand il aperçoit une victime de violence, son corps se couvre de bleu invisible mais douloureux. La frontière entre sa souffrance et celle des autres s'estompe progressivement, le plongeant dans un enfer empathique dont il ne peut s'échapper. Son appartement, jadis théâtre de ses conquêtes, ressemble maintenant à une cellule de moine. Il a fait enlever tous les miroirs, retourner tous les tableaux représentant des femmes, éliminer tout ce qui pourrait déclencher ses visions. Mais même ces précautions ne suffisent pas. La malédiction semble avoir infecté sa mémoire elle-même. Des souvenirs de ses anciennes conquêtes surgissent sans prévenir, transformés par sa nouvelle perception en cauchemars éveillés. Incapable de supporter plus longtemps cet état, Maxime se lance dans une recherche frénétique pour retrouver Morgane. Il retourne à la galerie du Marais, mais elle a disparu. L'endroit est vide, comme si l'exposition n'avait jamais existé. Le propriétaire des lieux prétend n'avoir jamais entendu parler de Morgane Delacroix, et aucune trace de l'événement n'existe nulle part. Il engage des détectives privés, fouille Internet, consulte des archives, mais Morgane semble s'être volatilisée, comme si elle n'avait été qu'une apparition, un fantôme sorti des limbes pour le punir avant de retourner dans le néant. Cette recherche infructueuse ajoute une dimension supplémentaire à son tourment. L'impression d'être devenu fou, d'avoir imaginé toute cette histoire pour justifier son soudain dégoût de lui-même. Dans sa quête désespérée, Maxime finit par consulter des spécialistes de l'occulte, des médiums, des guérisseurs en tout genre. Certains prétendent pouvoir l'aider moyennant des sommes astronomiques, d'autres le chassent après avoir perçu l'aura de malédiction qui l'entoure. La plupart le traitent comme un déséquilibré en mal de sensations fortes. Mais l'un d'eux, un vieil homme aux yeux blancs de cataracte, lui dit quelque chose qui le glace. « Votre malédiction n'est pas externe, monsieur. Elle vient de l'intérieur. Vous portez en vous toute la douleur que vous avez semée. » Cette révélation va changer sa compréhension de ce qui lui arrive. Mais sera-t-il prêt à accepter la vérité? Un soir de décembre, alors que Maxime sombre dans une dépression de plus en plus profonde, Morgane réapparaît. Il ne la voit pas arriver, ne l'entend pas entrer. Elle est simplement là, assise dans le fauteuil de cuir de son salon, comme si elle n'était jamais partie. Sa beauté surnaturelle n'a pas changé, mais son regard vert porte maintenant une nuance de satisfaction cruelle. « Tu m'as cherché, » dit-elle sans préambule. « Tu es prêt maintenant à entendre ce que j'ai à te dire. » Maxime, qui a d'abord cru à une nouvelle hallucination, réalise qu'elle est bien réelle. Tous ses muscles se tendent, partagés entre la rage et un soulagement inavouable. Enfin, il va pouvoir obtenir des réponses, peut-être même une solution. « Enlevez-moi cette malédiction, » supplée-t-il, toute fierté envolée. « Je ferai ce que vous voulez. Je paierai n'importe quel prix. » Morgane sourit, et dans ce sourire, il retrouve les traits de toutes les femmes qu'il a brisées. Le prix, tu le connais déjà. Renonce à ton pouvoir de séduction, accepte de vivre dans la solitude, et elles te laisseront en paix. Mais quand Maxime veut accepter, se jetant presque à ses pieds, Morgane lève une main pour l'arrêter. « Trop tard, » murmure-t-elle. L'offre avait une date limite. Tu as choisi l'orgueil cette nuit-là. Maintenant, tu dois assumer les conséquences jusqu'au bout. Morgane se lève et s'approche de Maxime prostré. « Tu veux savoir ce qui t'arrive vraiment ?
Tu veux comprendre la nature de ta malédiction? Sa voix devient hypnotique, presque tendre, comme celle d'une mère s'apprêtant à expliquer une vérité douloureuse à son enfant. Il n'y a pas de magie noire, Maxime. Pas de sortilège ancien, pas de pouvoir surnaturel. La malédiction, c'est simplement ta conscience qui se réveille après des années de sommeil. Toutes ces visions de souffrance que tu vois sur le visage des femmes, c'est ton cerveau qui reconstitue enfin l'impact réel de tes actes. Ton esprit refuse désormais de se voiler la face. Maxime la regarde, incrédule. Mais vous n'êtes pas humaine. Cette exposition, ce miroir, Morgane sourit tristement. Je suis aussi humaine que toi. Je suis psychologue, spécialisée dans l'accompagnement des victimes de manipulateurs narcissiques. Clarisse, Amélie, Sophie, elles sont toutes venues me voir après t'avoir connue. Elles m'ont parlé de toi, de tes méthodes, de la façon dont tu les avais brisées. La vérité s'effondre sur Maxime comme un château de cartes. L'exposition était réelle, organisée spécialement pour toi. Mes patientes voulaient que tu comprennes ce que tu leur avais fait subir. Le miroir dans la cave n'était qu'un miroir normal, dans une pièce plongée dans l'obscurité, avec des projections vidéo cachées. Ton cerveau, déjà fragilisé par la culpabilité refoulée, a fait le reste. Morgane s'accroupit devant lui, ses yeux verts maintenant emplis d'une compassion professionnelle. Tu as développé ce qu'on appelle une empathie forcée. Ton esprit, incapable de continuer à nier la souffrance que tu causais, s'est mis à la percevoir directement. C'est rare, mais ça arrive parfois chez les manipulateurs quand leur façade finit par s'effondrer. Alors je ne suis pas fou, balbutie Maxime. Si et non, répond Morgane. Tu as développé une forme de psychose empathique. Tes visions sont réelles dans ton esprit, même si elles ne correspondent pas à la réalité objective. Mais c'est réversible, à condition que tu acceptes de faire le travail sur toi-même. Abonne-toi si tu veux voir comment cette histoire va se terminer. Car la vraie épreuve de Maxime ne fait que commencer. Il y a un traitement, continue Morgane. Mais il exige que tu affrontes chacune de tes victimes, que tu leur demandes pardon, sincèrement, et surtout que tu acceptes leurs réactions, qu'elles soient colère, indifférence ou rejet. Tu dois faire ce travail sans attendre de pardon en retour, juste pour réparer une partie du mal que tu as causé. Maxime relève la tête, une lueur d'espoir dans le regard. Et si je le fais, les visions s'arrêteront. Morgane secoue la tête. Je ne peux pas te le garantir. Ton cerveau a appris à percevoir la souffrance féminine. Même guéri, tu resteras probablement plus sensible que la moyenne à la détresse des autres. C'est le prix de ta nouvelle conscience. Elle se lève et se dirige vers la porte. La liste de tes victimes est sur la table. J'ai pris contact avec celles qui acceptent de te rencontrer. Les autres ont le droit de refuser, et tu devras respecter ce choix. Commence par Clarisse demain soir. Elle t'attend dans le parc où vous vous êtes rencontrés. Le lendemain, Maxime se rend au parc Monceau avec l'appréhension d'un condamné marchant vers l'échafaud. Clarisse l'attend sur le même banc où il l'avait séduite 6 mois plus tôt avec ses mensonges habiles. Mais aujourd'hui, quand il la regarde, il ne voit plus la version torturée de ses visions. Il voit simplement une femme blessée mais forte, qui a accepté de l'aider malgré le mal qu'il lui a fait. « Merci d'être venu », commence-t-il, la voix tremblante. « Je voulais te dire, je sais que des excuses ne suffiront jamais, mais je suis désolé, vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. » Clarisse le regarde longuement avant de répondre. « Tu sais ce qui m'a fait le plus mal, Maxime. Ce n'est pas que tu m'aies quitté, c'est que tu ne m'aies jamais vu comme une personne. J'étais juste un objet de collection pour toi. » Les larmes montent aux yeux de Maxime. Pas de self-pité cette fois, mais de véritables remords. Tu as raison. J'étais incapable de voir les autres comme des êtres humains. Je ne voyais que des défis à relever, des victoires à remporter. Je ne méritais pas ton amour. Clarisse hoche la tête. Non, tu ne le méritais pas. Mais peut-être qu'un jour, tu mériteras l'amour de quelqu'un d'autre, à condition de continuer ce travail sur toi-même. Elle se lève pour partir, puis se retourne une dernière fois. La Clarisse que tu as connue n'existe plus, Maxime. Celle que tu vois maintenant est née de la douleur que tu m'as causée, mais elle est plus forte. Merci de m'avoir donné l'occasion de te le dire. Et elle s'éloigne, laissant Maxime seul avec ses larmes, et, pour la première fois depuis des mois, un début d'espoir. Les mois qui suivent sont les plus difficiles de la vie de Maxime. Une à une, il rencontre ses anciennes victimes.
Certaines acceptent ses excuses avec plus ou moins de grâce. D'autres le rejettent violemment. Quelques-unes refusent complètement de le voir. Chaque rencontre est une épreuve qui le vide émotionnellement. Mais petit à petit, il sent quelque chose changer en lui. Les visions ne disparaissent pas complètement, mais elles évoluent. Au lieu de ne voir que souffrance et désespoir, il commence à percevoir aussi la force, la résilience, la beauté intérieure des femmes qu'il croise. C'est comme si ses nouveaux yeux apprenaient progressivement à voir l'humanité dans sa complexité, et pas seulement ses aspects les plus sombres. Il commence aussi une thérapie avec un psychiatre spécialisé dans les troubles de la personnalité. Le travail est long, douloureux, mais nécessaire. Il découvre les racines de son comportement manipulateur, les blessures d'enfance qu'il avait refoulées, la peur de l'abandon qui l'avait poussé à contrôler plutôt qu'à aimer. Pour la première fois de sa vie, il apprend ce que signifie vraiment la vulnérabilité. 1 an après sa première rencontre avec Morgane, Maxime a profondément changé. Son appartement, qu'il a vendu pour financer les dédommagements à ses victimes, a été remplacé par un studio modeste dans le 20e arrondissement. Il travaille maintenant comme bénévole dans une association d'aide aux femmes victimes de violences psychologiques, mettant son expérience de manipulateur au service de la prévention. Les femmes ne fuient plus son regard. Elles y trouvent maintenant une compréhension profonde de leur douleur, une empathie authentique née de son propre chemin de croix psychologique. Ironiquement, cette capacité nouvelle à percevoir et respecter la souffrance d'autrui fait de lui quelqu'un de plus attirant humainement. Mais il a appris à ne plus chercher à séduire. Un soir, en rentrant de l'association, il croise Morgane dans la rue. Elle lui sourit, et cette fois, son sourire est authentiquement chaleureux. « Tu as fait du bon travail, Maxime, » dit-elle. « Tes anciennes victimes me donnent de tes nouvelles. Elles sont fières de ton évolution. » Il la remercie, puis ose poser la question qui le hante. « Est-ce que je pourrais un jour aimer quelqu'un normalement ? Si tu penses que l'histoire se termine là, tu te trompes, car le véritable test de Maxime approche. » 2 ans après le début de sa transformation, Maxime pense avoir trouvé un équilibre. Ses visions ont pratiquement disparu, remplacées par une sensibilité accrue, mais gérable à la détresse d'autrui. Il a appris à vivre avec cette nouvelle perception, à l'utiliser même comme un outil dans son travail associatif. Mais le destin lui réserve une épreuve qu'il n'avait pas prévue. Elle s'appelle Emma, elle a 29 ans, et elle commence à fréquenter l'association comme bénévole. Psychologue de formation, elle sort d'une relation toxique et cherche à aider d'autres femmes à éviter les pièges dans lesquels elle est tombée. Quand elle regarde Maxime, elle ne voit pas l'ancien séducteur, mais l'homme qu'il est devenu, marqué, blessé, mais profondément changé. Pour la première fois depuis des années, Maxime ressent quelque chose qui ressemble à de l'amour véritable. Pas le désir de possession qui l'animait autrefois, mais une envie sincère de connaître cette femme, de la protéger, de construire quelque chose avec elle. Mais cette attirance le terrifie. Comment peut-il envisager une relation amoureuse après tout ce qu'il a fait? A-t-il le droit de chercher le bonheur? Maxime s'ouvre de ses sentiments lors d'une séance de thérapie. Son psychiatre l'encourage à ne pas se punir éternellement. Vous avez fait le travail, Maxime. Vous avez changé. Vous méritez une chance de bonheur, à condition de rester vigilant sur vos anciens patterns. Mais Maxime n'est pas convaincu. Comment Emma réagirait-elle si elle apprenait son passé? Il décide de prendre les devants et lui révèle tout lors d'un café après une réunion de l'association. Il lui raconte son ancien mode de vie, ses manipulations, les femmes qu'il a brisées, la malédiction qu'il a crue réelle, sa longue guérison. Emma l'écoute sans l'interrompre, son visage passant par diverses émotions, surprise, dégoût, puis finalement une forme de compréhension. « Je ne vais pas te mentir, » dit-elle enfin. « Ce que tu me dis me choque, mais je vois aussi l'homme que tu es devenu. Le travail que tu as fait sur toi-même est impressionnant. Peu de gens ont le courage de changer à ce point. » Elle marque une pause puis ajoute « Je ne sais pas si je peux envisager une relation avec toi, mais je ne veux pas non plus te fermer cette porte définitivement. » Cette honnêteté brutale va-t-elle permettre à Maxime de trouver enfin la paix? Ou est-ce le début d'un nouveau calvaire? Emma et Maxime commencent une relation prudente, faite d'avancées et de recul. Chaque geste de tendresse de Maxime est scruté à la loupe,
chaque parole analysée pour détecter d'éventuelles traces de manipulation. Cette vigilance constante pourrait tuer n'importe quelle relation naissante, mais étrangement, elle les rapproche. Maxime apprend la patience, l'authenticité absolue. Il ne peut plus se permettre le moindre jeu, la moindre stratégie. Avec Emma, il doit être entièrement vrai, vulnérable, désarmé. C'est terrifiant, mais libérateur. Pour la première fois de sa vie, il découvre ce que c'est que d'être aimé pour ce qu'il est vraiment, faille comprise. Emma, de son côté, apprend à faire confiance malgré son passé douloureux. La transformation de Maxime l'impressionne et l'inspire dans son propre travail de guérison. Ensemble, ils forment un couple improbable mais authentique, unis par leurs blessures communes et leur désir partagé de construire quelque chose de sain. Mais le passé a la fâcheuse tendance à ressurgir au moment où on s'y attend le moins. Un soir, alors qu'Emma et Maxime dînent dans un restaurant, une femme s'approche de leur table. C'est Amélie, l'une des anciennes conquêtes de Maxime, celle qui avait le plus souffert de ses manipulations. Elle les regarde tous les deux, avec un mélange de colère et de douleur. « Alors c'est ça ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Tu t'es trouvé une nouvelle victime? Tu recommences tes petits jeux ?» Emma, qui ne connaît pas Amélie, regarde Maxime chercher ses mots. Il se lève, les mains tremblantes. « Amélie, je comprends ta colère, mais Emma n'est pas... ce n'est pas ce que tu crois. »« Comment peux-tu dire ça ?» s'écrie Amélie, attirant les regards des autres clients. « Tu m'as détruite, Maxime. Il m'a fallu 2 ans de thérapie pour m'en remettre. Et maintenant, je te vois ici, avec elle, jouant probablement le même jeu qu'avec moi. » Emma se lève à son tour, et Maxime retient son souffle, craignant qu'elle ne parte en comprenant enfin la véritable ampleur de ses crimes passés. Mais Emma surprend tout le monde. Au lieu de fuir, elle s'adresse calmement à Amélie. « Je comprends votre colère. J'ai moi aussi été victime d'un manipulateur. Je sais ce que c'est que de perdre confiance en son propre jugement, de se sentir sali, diminué. Maxime m'a raconté ce qu'il vous a fait, et je ne l'excuse pas. » Elle marque une pause, puis continue. « Mais je crois aussi aux secondes chances. L'homme que je vois aujourd'hui n'est plus celui qui vous a fait du mal. Il travaille chaque jour pour réparer ses erreurs, pour aider d'autres femmes à éviter ce que vous avez vécu. Ce n'est peut-être pas suffisant pour effacer le passé, mais c'est quelque chose. » Amélie regarde Emma avec surprise, puis Maxime avec une expression indéchiffrable. « Tu lui as vraiment tout dit ?» Maxime hoche la tête. « Tout. Elle connaît chaque détail de ce que j'étais, de ce que j'ai fait. Elle a le droit de savoir à qui elle a affaire. » Le silence s'étend, lourd de tensions et d'émotions contradictoires. Amélie s'assoit finalement à leur table, épuisée par la confrontation. « Je n'arrive pas à te pardonner, Maxime, » dit-elle doucement. « Peut-être que je n'y arriverai jamais, mais je vois que tu as changé. Les autres filles me l'ont dit aussi. Clarisse, Sophie, elles parlent de toi différemment maintenant. » Elle se tourne vers Emma. « Faites attention à vous. Même s'il a changé, même s'il est sincère maintenant, il porte encore en lui cette capacité de manipulation. Elle est juste endormie, pas morte. » Emma prend la main d'Amélie. « Merci de me prévenir. Et merci de donner sa chance à Maxime, même si c'est difficile pour vous. » Amélie se lève pour partir, puis se retourne une dernière fois vers Maxime. « Continue ton travail à l'association. C'est peut-être la seule façon pour toi de racheter ce que tu as fait. » Et elle s'en va, laissant derrière elle un silence chargé de non-dits et de possibilités de réconciliation. Cette confrontation, loin de détruire leur relation, la renforce. Emma a vu Maxime face à son passé, vulnérable et repentant, sans faux fuyant ni excuse. Elle a aussi mesuré l'ampleur des blessures qu'il a causées, mais aussi la sincérité de ses efforts pour les réparer. De son côté, Maxime a découvert qu'Emma était capable de l'accepter dans sa totalité, ombre comprise. « Je ne dis pas que ça sera facile, » dit Emma ce soir-là, alors qu'ils marchent le long de la Seine. « Il y aura toujours cette épée de Damoclès au-dessus de notre relation. Ton passé fera toujours partie de nous, mais je crois qu'on peut construire quelque chose de beau malgré tout, ou peut-être à cause de tout ça. » Maxime la regarde, et pour la première fois depuis des années, il se sent digne d'être aimé, non pas parce qu'il aurait effacé ses erreurs, elles resteront toujours avec lui, mais parce qu'il a appris à vivre avec, à les transformer en quelque chose d'utile pour les autres. « Je t'aime », lui dit-il simplement. « Et cette fois, je sais ce que ça veut dire.
Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir sur la possibilité de rédemption, sur la différence entre manipuler et aimer vraiment, alors partage-la. Car tout le monde mérite une seconde chance, mais seulement après avoir fait le travail nécessaire pour la mériter. Maxime et Emma se marient dans l'intimité, entourés de quelques amis proches, et, surprise, de Clarisse qui est devenue, au fil des années, une amie précieuse. Leur relation n'est pas parfaite. Aucune ne l'est, mais elle est vraie, construite sur la transparence absolue et l'acceptation mutuelle de leurs blessures respectives. Maxime dirige maintenant un programme national de prévention des violences psychologiques. Son expérience d'ancien manipulateur, loin d'être un obstacle, est devenue son principal atout pour identifier et déjouer les stratégies des prédateurs émotionnels. Emma travaille à ses côtés, spécialisée dans l'accompagnement des victimes. Ensemble, ils ont sauvé des centaines de relations, aidé des milliers de personnes à sortir de cercles toxiques. Leur propre histoire, qu'ils racontent parfois lors de conférences, prouve qu'il est possible de changer, de se racheter, de transformer ses plus grandes erreurs en force pour aider les autres. Le regard maudit qui avait failli détruire Maxime est devenu sa plus grande bénédiction. En apprenant à voir vraiment les femmes, à percevoir leur douleur et leur force, il a découvert l'amour véritable. Et parfois, tard le soir, quand il regarde Emma dormir à ses côtés, il repense à Morgane et lui dit silencieusement merci, car au final, cette malédiction n'en était pas une. C'était un cadeau déguisé, une chance de devenir l'homme qu'il aurait toujours dû être. Si cette histoire de rédemption t'a touché, si tu crois toi aussi aux secondes chances méritées, abonne-toi et partage cette vidéo. Car chacun de nous porte en lui la capacité de changer, de s'améliorer, de transformer ses erreurs en sagesse. Il suffit parfois d'un regard, même maudit, pour ouvrir les yeux sur ce que nous sommes vraiment.